Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, c'est le rendez-vous du mage du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Sophie Andrieux, qui est la responsable de l'auditorium du mage. Bonjour Sophie. Bonjour Lise. Et puis, nous sommes en ligne également avec François Cheval. François, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le commissaire d'exposition de l'exposition André Steiner. On va vous donner la parole dans quelques secondes, mais pour l'heure, chère Sophie, on va évoquer avec vous dans quelques instants les événements passés et à venir. Peut-être pouvez-vous commencer par nous parler des journées européennes des cultures juives. C'est comme tous les ans un rendez-vous très important dans le musée, dans la cour du musée. Ça a eu lieu dimanche dernier. Il fait toujours beau, c'est agréable, c'est un lieu de rencontre, de culture. Il y a des écrivains, des livres partout. Il y a également toujours une très belle programmation dans l'auditorium. Et puis, je voulais juste dire, on en reparlera, on a plus que le temps, mais moi quand je pense au mage, personnellement, je vois d'un côté, en dehors des expos et de tout, d'un côté, comme les grandes journées, c'est cette journée-là et la fête de la musique. Et le bal de Pourim. Et le aussi. Bal de Pourim. Vous en avez parlé justement sur votre antenne la dernière fois. Tous les ans, avec toutes les familles. Bref. Comment s'est passée cette journée européenne dont le thème était la famille, et vous avez choisi au sein de la famille de parler des femmes. Exactement, donc cette journée était extrêmement festive, extrêmement gaie. C'est vrai que c'est devenu une tradition maintenant pour le musée depuis plusieurs années de proposer une journée dans le cadre des journées européennes des cultures juives. Donc on a dans la cour, comme vous l'avez dit, une braderie de livres et on avait donc un salon du livre consacré aux femmes. Donc de nombreuses autrices étaient présentes, notamment Agnès Jaoui qui a pu signer son dernier ouvrage. Qui a eu beaucoup de succès. Qui a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, après, il n'en avait plus même. Oui. Donc c'était vraiment très gai. C'est le moment de se retrouver, d'accueillir à nouveau le public après un été un peu plus calme où on a une majorité de touristes, qui viennent, ce qui est normal. Voilà, c'est la population de Paris l'été. Voilà, et à l'auditorium, on a eu l'immense plaisir et honneur de recevoir la superbe actrice israélienne Yael Abekassis. Pourquoi on s'est dit il nous faut une grande figure de femme. Yael, d'accord, c'est une grande actrice israélienne, mais en plus, elle porte en elle plein d'autres flammes, plein d'autres rôles extrêmement importants et forts qu'elle a incarnés à l'écran. On se souvient notamment, elle a vraiment débuté avec Rivka dans le film Kadosh d'Amos Gitaï. Ensuite, elle nous a bouleversés. Elle nous a bouleversés en tant qu'elle était Talia dans Ratoufim. Vous vous souvenez sûrement, Lise, de la série où elle était donc l'épouse d'un otage. Et plus récemment, c'est une mère extrêmement forte aussi dans Va, Vie et Devient. Voilà. Donc elle a parlé aussi de toutes ces femmes, d'elle et également de sa mère, parce qu'on a passé donc ce documentaire qu'elle a réalisé sur sa mère, Raymonde Al-Bidawiya. Magnifique. Alors, maintenant on va parler expo et on va en parler avec donc François Cheval. Toujours là, François ? Oui. Super. Alors, André Steiner, un immense photographe, un photographe qui a vraiment laissé sa patte dans l'histoire. Je vous laisse nous le présenter. Oui, déjà, je voudrais dire que maintenant, on le reconnaît comme un immense photographe. C'est finalement assez récent. Parce que de lui-même, il est extrêmement humble, extrêmement modeste et comme tous ces photographes d'origine juive et hongroise, il est finalement le seul à avoir été reconnu vraiment de son vivant, contrairement aux grands autres photographes hongrois comme Capa, etc. Donc, alors comment a-t-il exprimé son talent ? Alors, d'abord, faut bien se dire que ce personnage qui est né en 1901,
dans une petite région de Hongrie, est fondamentalement révolutionnaire. Il fait la révolution en 1919 avec Béla Kun, donc c'est un bolchevique, et toute sa vie d'ailleurs il gardera cet idéal communiste, et sioniste et communiste. Et donc subissant très très rapidement, comme l'ensemble de la communauté juive de Hongrie, l'antisémitisme mis en place après la contre-révolution des années 20, il va rejoindre Paris en 28 après un passage très important dans sa formation à Vienne. À Vienne, donc il quitte la Hongrie, il s'installe à Vienne comme étudiant, où il devient un étudiant brillant et en même temps un sportif de haut niveau. Et à Vienne, il va devenir donc ingénieur, il va obtenir ses diplômes d'ingénieur en technique et en chimie, et surtout il apprend la photographie, il est fasciné par ce nouveau médium, et dès 1924, il sera un des premiers à utiliser le Leica. Donc, il mène une sorte de vie, comme ça, comme un triptyque, le sport, les études et la photographie. Alors, il aime photographier les corps nus et les corps en mouvement, surtout. Et c'est lié, cette exposition où l'on peut voir ces clichés aux mages, c'est lié, bien sûr, au thème des Jeux Olympiques, quelque part. Oui, parce que je vous dis, c'est un sportif de haut niveau. Il va même gagner plusieurs compétitions en stade décathlonien, pour vous dire donc la puissance et rapidité. Et donc, il y a un phénomène qui est très important dans sa vie, c'est qu'il tombe amoureux d'une jeune fille, Lily, qui est une jeune juive de Vienne, qui était aussi une sportive de haut niveau, et c'est son entraîneur. Et tous les deux décident de quitter Paris, l'Autriche, qui devient clairement antisémite à la fin des années 20, pour rejoindre Paris. Et Paris va leur offrir tout ce qu'ils souhaitent à l'époque, c'est-à-dire du travail, un milieu intellectuel vivifiant et la possibilité de vivre libre. Et vivre libre, c'est bien entendu le corps nu, c'est effectivement la gauche qui va bientôt arriver au pouvoir en 36. Tout ça est une sorte de grand mélange intellectuel et physique où finalement ce qui règne, c'est cette ambiance totalement libre qui est véhiculée par toute cette émigration juive qui vient d'Europe centrale. Alors, justement, donc, André Steiner, il a été résistant pendant la guerre, ce n'est pas rien. Ah oui, mais même ce qui est beaucoup plus, je trouve, presque aussi beau, c'est que il s'engage comme volontairement dans l'armée française en 1939, où il va rejoindre l'aviation française. Donc il est engagé volontaire. Après la débâcle, très clairement, il comprend que son statut de juif immigré, parce qu'il avait déjà demandé la naturalisation française qui lui avait été refusée, et donc il part en zone libre et il s'installe dans la région de Cannes. Alors il utilise le fait de s'appeler Steiner, donc se fait passer pour un Alsacien, et dans la région de Cannes, il va créer donc un réseau de résistance, mais un réseau de résistance qui va filer des données, des informations aux Alliés. Et en particulier, il va donc s'initier à la photographie sous-marine, et sous le prétexte de son club de photographie sous-marine, lui et ses amis en profitent pour photographier toutes les batteries côtières allemandes qui vont s'installer après l'invasion de la zone libre par les Allemands. Eh bien, une exposition à voir absolument, qui dure jusqu'à quand, François Cheval ? Jusqu'au 22 septembre. Voilà, donc on se précipite. C'est une expo à découvrir absolument et qui est tout à fait dans l'ambiance de l'époque, si j'ose dire. Donc, on n'hésite pas. On peut réserver à l'avance sur mage.org et sinon, on vient directement. Il n'y a aucun problème et on prend ses billets à l'entrée. Merci beaucoup, François Cheval, et bravo pour ce beau travail et pour porter à notre connaissance le travail de cet homme exceptionnel. Merci, au revoir.
Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous avez aimé l'expo, j'imagine. Bien sûr, l'expo est magnifique. Elle nous a accompagnés du printemps à l'été et accompagné, bien sûr, les Jeux Olympiques. Oui. Alors, Sophie, on va parler avec vous d'autres événements qui concernent le MAJ. Donc, on a compris, dimanche, c'était la grande journée européenne des cultures juives. En fait, cette journée du MAJ, chaque année, c'est l'intronisation de ces journées sur Paris, région parisienne. Exactement. C'est le top départ, c'est hommage. C'est le top départ et c'est le top départ aussi pour la programmation hommage. Bien sûr. Alors, pour la programmation hommage, un événement terrible est arrivé donc il y a un an, le 7 octobre. On n'arrête pas d'en parler, mais comment ne pas? On en parle aussi hommage. On en parle aussi hommage. Alors, on en a parlé en juin. Nous avons invité la journaliste israélienne Li Yaron. Oui. On a pu recevoir aussi Shaili Atari Wiener, la veuve de Yahav Wiener, le réalisateur israélien assassiné dans son kibbutz. Et qui avait fait un film juste avant, Exactement. extraordinaire, qu'on a pu voir hommage. Voilà, qui s'intitule The Boy. Et nous avions aussi reçu, bien sûr, Johan Sfar. Et en cette rentrée, nous avons souhaité poursuivre la réflexion autour du 7 octobre et la guerre qui a suivi. Donc, hier, nous avons reçu Denis Charbit pour son livre qui vient de sortir, Israël, l'impossible, État normal, qui est publié dans la collection Diaspora. C'est le premier titre du renouveau de cette collection, comme vous savez, créée par Roger Herrera en 1971. Donc, il est venu hier donc nous parler de la crise profonde que traverse l'État d'Israël. Et aussi, dans ce livre, la spécificité, c'est aussi qu'il parle de lui. Et c'est extrêmement touchant et extrêmement intéressant de comprendre aussi son parcours pour cette personnalité qui était vraiment beaucoup et qui est toujours dans les médias actuellement, et notamment suite au 7 octobre. Bien sûr. Alors, le 7 octobre, les gens vous en parlent quand ils viennent au musée, parce que c'est quand même un énorme traumatisme. Alors ça dans lequel, je m'excuse, les Juifs de France ont été pris dans cette spirale. Bien sûr. Alors, au musée, notamment à l'auditorium, nous avons pris le temps avant d'en parler. On a laissé le temps de la réflexion, de l'émotion déjà, de l'effroi qui nous a tous saisis. Et avant que le temps de la réflexion arrive, on a attendu que les premières publications existent. Oui. Donc c'est pour ça que notre premier événement était en juin avec la publication chez Grasset du livre 7 octobre de Li Yaron. Mais dès le 7, le 8, en fait, comme vous savez, Lise, notre programme est conçu très longtemps à l'avance. Bien sûr. Donc, on n'a pas changé les événements, on n'a pas bouleversé le programme, mais à chaque fois, en ouverture, Joseph Hirsch ou moi-même ou notre directeur Paul Salmona, on pouvait dire un mot. Et souvent, évidemment, la question du 7 octobre est revenue dans le cadre des entretiens qu'il pouvait y avoir à l'auditorium. Mais là, on pense qu'un an après... Et encore, on a l'impression que c'est pas du tout terminé. Un an après, il est temps maintenant de réfléchir ensemble et d'être accompagné par des voix. Et donc, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de pouvoir proposer à notre public différentes voix. Donc, des voix qui viennent d'Israël et des voix françaises. Donc, on a eu Denis Charbit, qui est un peu le plus français des politologues israéliens, si on peut dire. Et ce soir, nous recevons le journaliste israélien Amir Thibon, pour son ouvrage Les Portes de Gaza, qui est édité chez Christian Bourgois, où il revient sur l'histoire du kibbutz, de son kibbutz, Nahal Oz, dont il a vécu la dévastation de l'intérieur le 7 octobre, et surtout, il raconte ce qui s'est passé pour lui le 7 octobre, où il était donc caché avec ses deux petites filles qui sont parvenues à garder le silence, et son père qui donc a traversé Israël pour venir les aider, pour venir les sauver. Donc c'est vraiment un récit d'héroïsme et aussi une histoire à lire absolument. Il est journaliste à Haaretz, Amir Thibon, et donc son récit qu'on trouve partout, et entre autres au musée, il y a la librairie. Exactement. Donc les portes et donc il vient de ce Gaza. soir, c'est à 19h.
Oui. Donc c'est l'occasion de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui. Et de faire dédicacer le livre. De faire dédicacer le livre. Il reste des places. Et pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, bien sûr, comme tous nos autres événements, comme la rencontre avec Denis Charbit notamment, ce sera sur notre chaîne YouTube et sur la médiathèque en ligne du musée. Voilà. Mais nous recevrons aussi autour du 7 octobre, alors c'est pas dans notre brochure programme, Oui. des jeunes gens, si on peut dire, qui ont participé à un podcast qui s'intitule « Être juif en France après le 7 octobre », qui est une série créée par Juliette Livatovsky et qui sera diffusée sur Binge Audio. Donc là, nous allons. Alors, c'est quoi Binge Audio? Binge Audio, c'est une plateforme de podcast. D'accord, Voilà, parfait. vous pouvez trouver sur Donc, sur on Internet. tape Binge Audio et on Binge tombe Audio. dessus. De toute manière, nous mettrons sur le site du MAJ le lien afin que le public puisse le trouver plus facilement. Et là, nous recevrons plusieurs personnalités, notamment Joe Weiss, qui est fondateur du Media Street Press, Sender Wiesel, qui est auteur de bande dessinée et militant de gauche et qui publie régulièrement ses dessins et réflexions, et Elisheva Gottfarstein, que vous connaissez parce qu'elle est donc journaliste à Academ et qui publie aussi dans la revue K, et bien sûr Juliette Livatovsky, donc qui feront part aussi de leur témoignage et comment le 7 octobre a pu bouleverser leur rapport aussi à la politique, à leur engagement politique Voilà. et à leur identité, bien sûr. Donc vraiment, on est au cœur à la fois de l'actualité et artistique, mais également sociale et politique, on peut le dire. Exactement, exactement. On a vraiment choisi de commencer la rentrée avec le 7 octobre et ses répercussions. Alors, chère l'auditorium. Sophie Andrieux, une exposition qui démarre, j'en entends parler partout, peut-être parce que je suis juste un petit peu dans le milieu yiddish, mais bon, je dis ça comme ça, l'expo sur le D-Book. Exactement, donc c'est notre événement de la Oui. rentrée. Mais Elise, vous n'êtes pas la seule, la presse est très enthousiaste Oui. déjà sur cette exposition. Il faut dire qu'on va parler de fantômes, qu'il va y Oui. avoir des œuvres d'art contemporain. Donc déjà, le D-Book, alors j'imagine que vos auditeurs savent ce que c'est le D-Book, mais Oui. quand même, On peut le rappeler quand même. Voilà, Bien si sûr. vous permettez. C'est une des figures les plus marquantes de la culture populaire juive. Et c'est une âme errante dans le corps d'un vivant et qui s'exprime à travers lui. Donc le mage part sur les traces de ce fantôme légendaire à travers un siècle de création, et c'est ça la spécificité de cette exposition, c'est de montrer vraiment plus de 200 œuvres, peintures, cinéma, littérature, musique. Il y aura beaucoup d'extraits de films. Oui. Est-ce Et qu'on il y va aura- le voir à l'auditorium, le film, Alors, dans bien son sûr, oui. intégralité? Nous allons le présenter, le film, en version restaurée, Oui. le 6 novembre à 19h. La projection sera accompagnée des 2 commissaires de l'exposition, Pascal Samuel et Samuel Blumenfeld, ainsi que Serge Bromberg, qui a Oui. œuvré à la restauration de ce film magnifique. C'est un véritable Roméo et Juliette du Yiddishland, et ça a été fondamental pour ensuite la connaissance, faire découvrir le D-Book et sa persistance dans la culture populaire et la culture aussi contemporaine, au-delà du monde juif. Et moi qui l'ai vu à une époque où il n'était pas restauré, je trouve que le travail qu'a effectué Serge Bromberg et son équipe est exceptionnel parce que on peut à nouveau se réapproprier cette histoire avec un son correct, avec des images Exactement. lumineuses. C'est juste exceptionnel. Surtout que il y a une patte expressionniste qui est vraiment incroyable. C'est un film magnifique au niveau cinématographique et extrêmement bouleversant dans son histoire, bien sûr. Alors, on va révélera dire totalement. que ça a d'abord été un livre, le D-Book, un livre d'Ansky, qui donc, on en saura plus quand on Oui, viendra. alors, en effet, ça a été, en fait, Shalom Ansky a fait des expéditions ethnographiques Oui, en tout à Podolie fait. et en Volhynie. Et c'est là qu'il recueille des récits, et notamment des récits de possession par le D-Book. Et donc, il s'est inspiré de ces récits pour écrire sa pièce de théâtre, en fait, parce que c'est vraiment un point de bascule qui Oui. s'intitule « Entre deux mondes, le D-Book », qu'il a donc publié en russe et en yiddish en 1918. Et c'est à partir de ce moment-là que le D-Book est rentré dans la culture populaire. Alors dans le judaïsme, Jean Baumgarten nous en parlera lors de la journée qu'on organise à l'auditorium,
les premières mentions de possession d'un humain par un esprit remontent au XIIIe siècle. Ah oui. Mais vraiment, le Dybbuk est devenu connu par donc cette pièce de théâtre de Chalomansky. Pièce de théâtre, je me permets de faire une petite parenthèse, qui a été traduit par notre regretté Batia Baum, retraduit, qui donc est publié par la bibliothèque Medem. Voilà, ouais. Exactement. Qui est publié par la bibliothèque Medem. Donc vous pourrez retrouver le texte qui est sublime à la librairie du Mage et bien sûr dans d'autres librairies. Mais je pense que c'est l'occasion, cette exposition aussi, de revenir à ce texte fondateur d'Ansky. Puis et on ensuite, va il y a eu la pièce rappeler, et le film. Oui, on va rappeler aussi que le Dybbuk, ça a inspiré Marc Chagall, les frères Cohen, l'introduction d'un de leurs films comme ça, tout en yiddish, où il s'agit d'un Dybbuk, on ne peut que le recommander. Alors, vraiment une expo à voir en famille, un film à découvrir, beaucoup d'extraits donc de ce film dans l'exposition. On a hâte d'y être. Ça démarre le 26 septembre. Ça démarre le 26 septembre, le vernissage est donc la veille le 25. Et on termine avec le dimanche 29 septembre. Et donc, en effet, je vous invite à nous retrouver le dimanche 29 septembre. C'est une journée que nous consacrons à l'auditorium à la question du Dybbuk. On va explorer ses différentes facettes. Donc, je l'ai évoqué déjà avec Jean Baumgarten, voir comment le Dybbuk a été évoqué pour les premières fois dans les textes de la tradition juive. Nous en saurons plus sur les expéditions ethnographiques d'Ansky, donc grâce à Sylviane Goldberg. On vous fera découvrir aussi les différentes représentations du Dybbuk dans l'art contemporain et aussi au cinéma, par une conférence de Samuel Blumenfeld. Et alors, on va vous présenter une pépite, un court-métrage incroyable qui s'appelle Dybbuk de Dayan Walid. Dayan Walid est un réalisateur français, il habite à Paris. L'histoire se passe aujourd'hui dans le 19e arrondissement. Dan est un homme pieux qui évolue un peu en marge de sa communauté juive. Et il est appelé par Sarah pour ausculter son mari Élie, qui visiblement n'est pas dans son état normal. Et là, s'ensuit une scène d'exorcisme selon un rite extrêmement précis et éreintant, qui est totalement impressionnant et fascinant et très contemporain. Et donc ça clôturera notre journée du dimanche. Magnifique. Vraiment, je vous invite à venir le découvrir. Tout cela, c'est hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Sophie Andrieux est la programmatrice de l'auditorium. Merci d'avoir été avec nous. Bravo pour tout cela. Merci, et à très vite sur Radio J. Au revoir. À très bientôt. Merci. Radio J, le 6.